très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Jean-Charles de Castelbajac. Jean-Charles, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes une véritable légende de la mode française. Vous êtes célèbre dans le monde entier. Vous êtes celui qui a réconcilié l'art moderne et la haute couture. Et vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tout le monde se pose. Comment va Maréva Galanter? Elle va très bien. Ce soir, elle chante à Berlin avec Elle Nouvelle chante, Vague. merde. Et elle chante très bien. Et elle part ensuite à Detroit avec Jim Diamond pour faire son prochain album. Alors, Maréva Galanter, Miss France 1999, la dernière Miss du XXe siècle. Oui. Et pourquoi pas Sophie Thalmann? Bah, je ne monte pas à cheval. Alors, Jean-Charles Ampère, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines familiales, de vos études, de vos créations, de vos succès, jusqu'à habiller le pape Jean-Paul II, car si le diable s'habille en Prada, le pape s'habille en Castelbajac. Dites-moi, il était chiant pour les essayages ou quoi? Mais pas du tout. Ah bon? Ceci dit, lorsqu'il m'a sollicité et que je suis arrivé avec l'idée de l'arc-en-ciel, Ouais. je l'ai prévenu que c'était aussi le drapeau homosexuel. Bah oui, Et là, il a eu cette fulgurance, il m'a dit... il n'a pas dit chouette. Non, il n'a pas dit chouette. Il m'a dit, mais il n'y a pas de copyright sur l'arc-en-ciel, Ah oui, d'accord. Jean-Charles. Ouais. Et on est parti pour cette aventure. Ouais. Bien, en P2, nous accueillerons deux nouveaux invités pour discuter avec nous de ceux qui ont fait l'actualité de la semaine. Vincent Payon, pour son livre philosophique Éloge du politique aux éditions du Seuil. Payon est le seul socialiste qui ne se présente pas aux primaires, c'est quand même un scoop. Vous savez qu'au départ, au PS, ils avaient prévu de faire les primaires à l'été 2013, puis ils se sont rendus compte que pour 2012, ça posait un problème. Toujours en P2, nous accueillerons Roger Carucci. Roger, dont on n'a pas de nouvelles depuis des mois. On dit qu'il a passé le casting pour faire le chef indien dans les nouveaux Village People. Waouh. Il nous dira. En P3, après Le Zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h ce soir, Georges Croze, pour son livre Liberté sous caution, publié chez Inoctavo, où il raconte le drame du surendettement, un peu comme l'État français, sauf que lui, il est obligé de rembourser. Voilà, l'émission s'appelle Salut les Terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Jean-Charles, vous dites, j'ai lu le livre du courtisan de Baldassare Castiglione qui considère que la seule couleur pour un homme à partir d'un certain âge, c'est le noir. Absolument. Ça m'a fait plaisir. Vous avez anticipé ça, Thierry. Oui, oui. Alors, Jean-Charles, à l'occasion du Festival international Exit 2011 de la Maison des Arts de Créteil, les 18 et 19 mars prochains, vous signez la conception, la scénographie et les costumes d'un spectacle musical intitulé Cérémonie avec Nouvelle Vague, duo composé de Maréva Galanter et de Lisette Aléa, qui propose une relecture des standards du répertoire punk et New Wave. C'est ma première expérience de mise en scène. Ouais. Je mets en scène aussi Maréva, donc ça va être très troublant. J'ai beaucoup aimé l'idée de pouvoir emmener le public vers une évocation un peu ectoplasmique des années 80. Parce qu'on nous donne toujours une lecture très palace, très Oui, pop. oui, oui. C'est un peu comme on confondait la musique de Jacques Naud, d'ailleurs. Oui, On croyait oui. que c'était une musique joyeuse, ou celle de Taxi Girl. Là, je vais emmener le public vers quelque chose d'un peu abyssal. Alors, à part ça, c'est votre grand retour sur l'avant-scène de la mode. Hein. C'est-à-dire que pendant les années 90, vous étiez un peu parti, on peut dire. J'étais un peu Ouais. out, hein, Ouais. j'étais un peu... c'était pas une époque qui me convenait. Mon grand climax, c'est cette rencontre avec le pape dans Ouais. les années 90. Oui, oui, oui. Mon travail a basculé ce jour-là. C'est que moi qui étais dans des étranges vêtements faits avec des ours en peluche pour Diana Ross, des choses qui ressemblaient plus à de l'art au fond qu'à de la mode, lorsque j'ai créé à partir d'un croquis des vêtements pour 1 million de jeunes Au JMJ, au bah oui, JMJ bien sûr. à Longchamp, Ouais. pour 5000 prêtres, pour le pape et pour 500 évêques, j'ai eu envie de créer pour le plus grand nombre et de créer un outil démocratique de mode. Et donc, Donc vous avez fait des choses abordables. D'abord, il y a Voilà. low cost luxury, c'est-à-dire Voilà. le luxe low cost. Voilà. Et puis la ligne GCDC. JCDC. Voilà. C'est comme ça que Ouais. Jay-Z m'appelle depuis toujours, Ouais. parce qu'il avait du mal à prononcer Jean-Charles de Castelbajac. Ouais. Donc il m'a appelé JCDC. Alors Jean-Charles, vous êtes né d'une vieille famille française. Hein. Oui. C'est pas comme Monsieur de Fursac. Alors la devise de votre famille, c'est le lys fleuri sur la croix. C'est une magnifique devise. Absolument. Hein. Lilia in croce floroere.
Le problème, c'est que cette famille avait un petit peu dilapidé sa fortune. Votre père était un personnage extravagant, hors de son époque. C'est vrai qu'il s'est retrouvé pianiste pour le roi du Maroc. Absolument. C'est incroyable. Absolument. N'ayant pas bien géré, mon grand-père adorait les courses. Il y avait cette génération de beaux mariages. Mon grand-père avait un train avec 2 wagons pour venir à Paris. Donc tout ça, c'est dilapidé, c'est perdu et tout. Donc mon père était ce que j'appelle, c'est ce qui a provoqué en moi cet attachement à des beautiful losers. Les perdants magnifiques. Voilà, ces perdants magnifiques. Alors, vous naissez à Casablanca le 28 novembre 1949 et vous avez 4 ans quand vos parents vous envoient chez votre grand-mère à Nice. Et là, vous en gardez un souvenir marquant, c'est votre Madeleine de Proust, les mimosas, le carnaval, le Negresco et le petit chien Scarlett. Ouais, décidément, Thierry, voilà, oui, Scarlett, et puis surtout cette douceur de vie. Ma grand-mère, pour subvenir à ses besoins, avait une jolie maison et elle louait des chambres à des princesses russes. Très romanesque comme endroit. Oui, très, très romanesque. Ensuite, de 6 à 17 ans, vous êtes pensionnaire chez les Oratariens et les frères de Betaram. Et vous parlez des grands dortoirs mortifères. A posteriori, je pense que c'est ce qui m'a construit. Ça a changé ma vocation. Hein. Je voulais être commando de marine. Ouais. Et à la sortie, je voulais être chanteur de rock. Hein. À la sortie, vous aviez 17 ans, vous aviez des chemises à fleurs, des mini-pulls roses et pas de diplôme. Je suis sorti, j'avais 17 ans en 3e, vous imaginez. Là, vous faites un peu de rock'n'roll dans un groupe qui s'appelle K.O. Absolument. C'est un nom prédestiné. Tout à fait. Et puis, vous découvrez votre mère qui était rentrée en France après la mort de votre père. Donc, elle dessinait un petit peu. Elle dirige une société à l'époque qui s'appelle Valmont, une entreprise de 30 personnes. Et c'est là que vous transformez en veste une couverture de votre pensionnat. Absolument. Et je ne voulais pas dessiner de la mode. Je voulais être artiste, donc je voulais être une espèce de héros de la mode, hein, dans une vision comme une chose un peu utopique. Et j'ai coupé en effet avec un vieil Opinel. Vous savez, ces vieilles couvertures pourries qu'ont les déménageurs. Hein, oui, tout à fait. Qui a été portée par John Lennon, quand même, la veste. Hein. En fait, vous aviez été très impressionné à l'âge de 8 ans lorsque vous étiez allé avec votre père en Angleterre et vous aviez vu débarquer un gentleman sapé comme chez Gainsborough, hein, c'est vrai. Ah oui, c'est ça. Et ce type était habillé comme les riches Anglais. Ça m'avait bouleversé. Il avait des gants Mappa en caoutchouc rose. C'est ça. Ça a construit mon imaginaire. Je ne comprenais pas ce décalage entre cette silhouette très élégante et ses extrémités troublantes, presque sensuelles. Oui. Et mon père me dit, mais il y a une autre beauté. Par la suite, je n'ai fait que construire sur cet accident. Bien sûr. Je n'ai fait que mettre en abîme des choses que les autres ne voyaient pas ensemble. Alors ensuite, vous rebaptisez la société de votre mère Valmont Co & Co et vous dessinez votre première ligne de prêt-à-porter. Alors c'est l'époque des matières détournées, les bandes Velpo, les serpillères, le tissu éponge, les toiles cirées. C'est comme ça que j'ai été remarqué par... Vous avez été remarqué, vous avez fait la couverture de Elle, la couverture de Women's Wear Daily, la couverture de Vogue américain, très rapidement. Tout de suite. Ensuite, c'est l'époque où vous rencontrez Malcolm McLaren et Vivienne Westwood. Alors un jour, passé devant leur boutique à Kings Road, vous voyez des t-shirts imprimés avec des slogans et des os cousus dessus. Ah, j'adore. Alors là, ça vous a flashé complètement. Ah, ça m'a explosé. Et vous êtes devenu le grand pote de McLaren, futur manager des Sex Pistols. À l'époque, il s'occupait des New York Dolls. New York Dolls. Je rentre dans la boutique, je vois ces os de poulet, je leur demande pourquoi il y a des os de poulet. Ils me disent, c'est parce qu'on se nourrit chez Kentucky Fried Chicken en face. Donc, je dis, OK, c'est cool, on fait partie de la même famille. Moi, je fais des vêtements en bande Velpo, vous faites des choses en os. On est vraiment, je me sentais très seul avec la mode très féminine à Paris, les couturiers et tout ça et tout. Je laisse un mot à Malcolm, il arrive avec les New York Dolls. Je me retrouve dans mon salon avec 6 garçons monumentaux habillés en mini-robe, avec des plateformes boots, et là, ma vie a basculé. C'est vrai. Alors voilà, ensuite, il y a eu un événement important, c'est quand on vous demande d'habiller Farrah Fawcett pour Drôle de Dame, vous inventez le look slim, vous prenez toutes les tailles en plus petit. C'est ça. C'est-à-dire que quand je rencontre Farrah, je lui demande de me montrer toute sa garde-robe sportive. Et là, je reprends tous ses vêtements et je les fais en XXS. Ce qui a donné les micro-sweatshirts, les micro-jupes, les micro-shorts et le look héroïque de Farrah. Et puis, il y aura les robes tableaux avec Combas, Ben, Loulou Picasso, Garouze. Et puis, à l'invention d'une héraldique moderne, des blasons, inspirés des cartoons pour les rappeurs, Beyoncé, Kanye West, Jay-Z. J'étais pas du tout hip-hop, hein.
Moi, j'étais plutôt guitare héros, ensuite électro avec Kraftwerk. Mais c'est vraiment le hip-hop qui est venu vers moi. Hein. Dans les fameuses années 90 qui ont été difficiles comme passage, j'ai vu converger vers moi Kanye, Jay-Z, Mark Ronson qui était DJ à l'époque, et tous portaient mes pulls de Iceberg avec des icônes pop dessus, et les assimilaient, comme vous dites, à des blasons urbains. Oui, voilà, c'est une héraldique moderne, en fait. C'était vraiment une héraldique moderne. Et l'aventure continue, parce que la dernière personne que vous avez habillée, c'est Lady Gaga, donc c'est quand même énorme. De passer de Jean-Paul II à Lady Gaga, c'est fort. J'ai été contacté par Lady Gaga il y a 4 ans, elle a commencé à plonger dans mes archives, elle trouvait des vêtements absurdes. Par exemple, je faisais des vestes avec des chaussures Converse, quoi. Donc vous avez une veste avec 80 chaussures. Mais la robe en viande, c'est pas vous, hein? Non, mais c'est la même filiation. Oui. Alors, vous avez un fils qui s'appelle Louis-Marie de Castelbajac, qui est d'une beauté irréelle. Et j'en ai un autre qui s'appelle Guilhem. Ouais, il est aussi beau? Il est aussi beau. C'est énervant. Mais beau dans le cœur, hein. Beau dans le cœur. Alors, Louis-Marie sort avec Dita Von Teese, la stripteaseuse de luxe. Et quand elle est venue chez vous, au château de Loubersan, dans le Gers, elle est allée au carrefour de Hoche. Vous avez amené Dita Von Teese au carrefour de... Vous voulez sa mort. Mais écoutez, c'est le meilleur endroit pour trouver des pommes. Ah oui, d'accord. Et Dita fait des apple pie remarquables. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Charles de Castelbajac. Voilà. Nous accueillons Vincent Payon et Roger Carucci. Alors Vincent, bonsoir. Bonsoir. Toujours beau gosse, hein? Qu'au PS, ils n'ont pas de programme, mais ils ont des beaux gosses quand même. Toujours bien sapé. Je rappelle que vous avez été élu socialiste le mieux habillé par le magazine GQ. Oui, mais c'était une blague, hein. Le premier, c'était François Fillon. Ah ouais. Bah, en quoi c'est une blague, ça? Mauvaise graisse. Les chaussettes rouges. Les chaussettes rouges. Ça, après l'espoir à gauche, votre nouveau courant, c'est socialisme et Cachemire, c'est ça, non? Cachemire? Vous m'en offrez quand vous voulez. Alors, vous êtes député européen. Ça se passe comment, ce STO à la frontière allemande? Non, écoutez, par exemple, si vous prenez la Tunisie, il faut savoir que l'Europe donne plus de 200 millions d'euros et que si on avait voulu agir ou si on veut agir pour les aider, c'est d'abord le levier européen qui est important. Donc, c'est pas le STO. C'est pas trop chiant. Non. Il paraît qu'avec Rachida Dati, vous voulez faire un groupe Facebook qui s'appelle « Si toi aussi tu t'emmerdes à Strasbourg ». Alors, Vincent, ça fait plusieurs mois que vous avez disparu des médias. On commençait à s'inquiéter. On pensait que vous aviez raccroché les gants. Vous dites, je ne voyais plus l'intérêt d'être pris dans ce maelstrom. Il y a eu ce débat en France sur l'identité nationale et l'immigration qui, personnellement, m'avait semblé vraiment un exercice d'abaissement national et dans lequel tout le monde entrait avec une certaine complaisance, et y compris, bien entendu, service public de télévision. Donc j'avais, à un moment, dit non. Ça a été très violent. J'ai vu la difficulté aussi de s'exprimer, de se faire comprendre dans ces moments-là, d'essayer d'argumenter. Bon, voilà. Donc j'ai eu une réflexion, effectivement, sur la façon dont nous avons à gérer les uns avec les autres les sujets qui sont essentiels pour notre société. Oui. Alors, vous revenez avec un scoop et un livre. Le scoop, c'est que vous êtes le seul socialiste à ne pas être candidat aux primaires. Quand même très, très fort. Vous n'êtes pas en train de nous faire une petite déprime, là, non? On verra les candidats dans quelques mois. En revanche, au PS, vous faites partie de la cellule dédiée à l'élection de 2012. Votre job, c'est quoi? Rappeler aux candidats qu'il faut parler des pauvres de temps en temps, ça? Voilà. Ouais. Alors, vous avez été nommé responsable de la dimension culturelle et idéologique de la campagne. La dimension humoristique, c'est qui? Ségolène, comme d'habitude? On en a beaucoup. Ouais. Des noms. Vas-y. Alors, autre fruit de votre réflexion, le livre. Alors là, vous êtes peut-être un peu trop réfléchi, Vincent. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas dans le best-of des petites phrases et dans le florilège des taclages. Ça s'appelle « Éloge du politique ». Introduction au XXIe siècle, et c'est au seuil. Alors, le pitch, redonner du sens aux politiques dans une société libérale, individualiste, dépassée par la fuite du temps. Bon, ça va encore. Mais après, c'est très, très, très compliqué. Non, en fait, c'est très simple. Je vous le fais en 2 mots. Bah déjà, dites-moi quelle est la différence, parce que ça va intéresser les gens, entre la politique et le politique. Voilà. Le politique, c'est la discussion sur le bien commun, ce qui intéresse les gens, sur l'intérêt général, sur la notion de justice. Et c'est une institution, si vous voulez, qui n'appartient pas qu'aux professionnels de la politique. En démocratie, c'est l'ensemble des citoyens qui doivent délibérer, c'était comme ça en Grèce ancienne, à Rome, qui doivent délibérer, tous, de la façon la plus rationnelle possible, échanger des arguments, pour définir ensemble ce qui va être leur bien commun. Voilà. La politique, c'est une activité
professionnel dans lequel il y a un certain nombre de gens qui peuvent faire des carrières, qui vont dans un certain espace public, comme celui qu'on fait là ensemble, et donc c'est autre chose. Attends, vous voulez pas faire une petite phrase, là, genre Valls qui veut déverrouiller les 35 heures? Dites que vous voulez déverrouiller les congés payés, par exemple. Moi je veux reverrouiller Thierry Ardisson, et ça va être difficile. Bien. Alors Roger, alors t'étais où? On ne voit plus aux soirées? C'est ça, c'est que je travaille trop. Ah oui? Ils n'ont pas été sympas avec vous. Ce que Pécresse a fait au moment de la campagne des régionales, vous aviez fait votre coming out. Vous dites, voilà, je suis homosexuel. Oui. Pécresse s'en est servi contre vous, Roger. Non. Mes relations avec Pécresse sont tout à fait maintenant normales. Au sein de la région, on travaille, Enfin, je crois que vous pouvez dire, ensemble. vous êtes ici ce soir, Roger Carucci, Ouais. pour dire que vous devenez hétérosexuel, parce que c'est beaucoup d'emmerdes. Maintenant, si vous me posez la question de me dire, est-ce que après coup, vous Oui. regrettez pas de l'avoir dit? Vous regrettez? Non, je regrette pas à titre privé. Je regrette sur la réaction globale. Voilà. Ouais. Mais pour moi, c'est pas une histoire. Le combat Non, mais politique c'est pas une pour histoire, moi, mais enfin, ils est se sont un servis de combat ça contre vous, Roger, gaulliste. quand même. Oui, mais ça. Mais c'est pas cool. Et alors? Ben, c'est pas cool. Oui, mais c'est tout ça. Ça n'a aucun intérêt. Je savais que ça allait me coûter cher. Je l'ai dit Ouais. parce qu'à ce moment-là, j'avais envie de le dire. Ah bon, Et après coup, regardez, ça m'empêche Ah pas bah non, d'être mais là, moi, je vous de adore. revenir. Moi, je vous adore. Alors. Alors, chez moi, il y aura toujours un bol de soupe chaude pour vous. Bah oui. Alors, aujourd'hui, vous êtes ambassadeur de France auprès de l'OCDE. Yes. On a le droit d'inventer des métiers comme ça? Alors d'abord, ça existe depuis 50 ans, donc ouais. ne dites pas que je l'ai depuis 50 ans, Oui, ça non, vexerait ça mes serait pas parents. sympa, oui. Mais l'OCDE, c'est à Paris, Oui. c'est 2700 experts économiques, c'est l'OCDE qui fait les règles sur les paradis fiscaux, sur la corruption, et sincèrement, Écoutez quoi, je là? travaille Parce que beaucoup. des paradis fiscaux, il y en a toujours, et de la Ah bah, corruption, il bien n'y a jamais sûr. autant eu. Non, mais bien sûr, Oui. mais encore faut-il les définir, savoir les D'accord. sanctions. Donc il y a beaucoup de travail, et puis après, eh ben, je reviendrai à mes premières amours, le combat politique. J'ai eu peur. Non, mais vous inquiétez pas, j'ai dit que c'était terminé, que j'en parlerai plus. d'accord. Alors, ouais, d'accord. Dites-moi alors, vous avez refusé, au moment où vous avez quitté le gouvernement, une grande ambassade dans un pays du Maghreb. Oui. La Tunisie? Non, le Maroc. Ah, le Maroc, c'est sympa, c'est votre pays, le Maroc. Bah, c'est pas parce que je suis né au Maroc qu'il faut. Heureusement que je suis pas né en Abkhazie, on m'aurait fait ambassadeur. Bon. Mais non, mais c'était très sympathique de la part du président de la République. Je lui ai dit non, je veux continuer à faire de la politique, à m'engager sur mes convictions. Quand vous êtes à 2000, 3000 km, vous ne pouvez pas. Donc je suis resté à Paris. Ouais, dommage. Pour qui? Pour vos vacances? Non, ou, non. Ah bon? Pour les parce Rocher que- Ferrero, Roger. Ah, oui, sûr. mais venez, je peux vous en offrir aussi à l'OCDE. Ah, mais je vais y aller alors. Ouais, voilà. Bien. C'est où l'OCDE? Dans le 16e, au château de la Muette. Tout va bien. J'y habite pas, hein, c'est... Pas encore. c'est Oh. Bon, alors, on passe maintenant à ceux qui ont fait l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 1. Et c'est Robert Ménard qui anime Ménard sans interdit sur iTélé que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Le visage de Laetitia et de son assassin présumé était mardi à la une de France Soir, qui en profitait pour dénoncer le vrai coupable dans cette affaire, la justice. La justice n'a pas fait son travail, c'est tout. Bah oui, réfléchissez, si la justice n'avait pas remis Tony en liberté, eh ben Laetitia serait encore vivante. On pouvait imaginer qu'il allait recommencer. La preuve. Pourquoi avoir laissé sortir de prison un type dangereux et déjà condamné pour viol? T'as pas le droit de laisser des monstres sortir, des personnes inhumaines. Ça donne envie de dénoncer le laxisme des juges. Même si les magistrats sont pas d'accord avec moi, ils ont pas fait leur boulot non plus, je suis désolé. Sauf que dans cette affaire, le suspect a effectué la totalité de sa peine. Alors si c'est pas le juge, c'est donc la loi qui n'est pas assez sévère. À chaque fois c'est pareil. Lorsqu'un crime atroce bouleverse l'opinion, le gouvernement apporte toujours la même réponse, une nouvelle loi. En 2005, après l'assassinat de Nelly Kremel, on vote une loi contre la récidive. En 2008, après le viol du petit tennis, c'est une loi créant la rétention de sûreté. En 2010, après l'assassinat de Marie-Christine Oudot, on renforce la loi sur la castration chimique. Je voudrais pas qu'on fasse comme toujours en France. Quand il y a un problème, on fait une loi et on pense qu'on est débarrassé du problème. Cette fois encore, après le drame de Pornic, notre président semblait bien décidé à faire voter une nouvelle loi. Et je ne me contenterai pas
d'une enquête sans suite. Mais il a dû renoncer, car même les députés UMP ne sont pas très chauds pour voter une énième loi sur la récidive. En même temps, on les comprend. À quoi ça sert de voter des lois si la justice n'a pas les moyens de les appliquer ? L'an dernier, le député UMP Jean-René Le Serre affirmait qu'en France, 40 tribunaux et 17 départements n'ont pas les moyens de payer un médecin pour s'occuper des délinquants sexuels soumis à une injonction de soins. En même temps, rien d'étonnant. Par exemple, dans le département où est situé Pornic, il n'y a pas assez de conseillers de probation pour surveiller tous les détenus. Donc, il a été convenu de limiter à 135 le nombre de détenus surveillés par un seul conseiller. Et c'est ainsi que Tony, qui sortait de prison pour un simple outrage à magistrat, a été écarté de la liste des 135 dangereux criminels à surveiller. Cocorico. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Robert Ménard, bonsoir. Bonsoir. Vous animez Ménard sans interdit sur iTélé. Bienvenue parmi nous. Alors, Sarkozy a décidé de ne pas faire de loi. Ça, c'est un scoop, déjà. Qu'est-ce qu'on fait avec ces mecs-là, alors ? Je sais pas, c'est vrai qu'on a envie d'ironiser sur un Sarkozy qui disait avant il faut pas tout le temps faire une loi, il en a fait 5 depuis 2004 et on voit bien que ça règle pas le problème. Reste que l'émotion des gens, vous pouvez vous en moquer, mais elle est là. Alors le problème il tient à plusieurs choses. Effectivement, il y a des problèmes de moyens, personne ne le conteste et c'est bien dit. Mais il n'y a pas que des problèmes de moyens. Il y a par exemple, moi ce qui me sidère, j'ai été juré. Ouais. Quand vous prononcez une peine, le président du tribunal qui vous aide à prononcer cette peine vous dit tout de suite « Ah, mais vous savez, elle ne sera pas appliquée dans sa totalité parce qu'il y a tout un tas de réductions automatiques qui vont être mises en œuvre. » Du coup, ça veut dire que d'un côté, il y a la chose jugée et ensuite, au niveau de l'action pénitentiaire, on va revenir là-dessus. Et ça, les gens, ils ne comprennent pas. Ouais. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, je crois, oui, qu'on n'est pas assez sévère avec un certain nombre de délits, qu'il y a une politique qui n'est pas que la politique de la gauche, qui est la politique de nos démocraties, où on a tendance toujours à trouver des excuses aux gens. Et le garçon en question, vous avez vu son histoire, elle est effroyable. Mais en même temps, vous vous dites qu'il y a plein de gens qui ont des histoires effroyables, et c'est pas pour ça qu'ils vont tuer des gens. Alors, c'est vrai que ça fait un peu populiste de dire ça, mais à force de mépriser les gens, de mépriser leurs réactions, de croire qu'on pourra faire abstraction, passer outre l'exaspération des gens. Et les politiques, plutôt que de se poser d'autres questions, ils devraient regarder ça. Je n'ai pas dit que c'était une loi. Évidemment, il y a un truc un peu politicien de la part de Sarkozy et tout, mais quand il est ému, il a raison d'être ému, et quand il dit qu'il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Mais ce n'est pas une nouvelle loi. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y avait un référendum sur le rétablissement de la peine de mort, est-ce que vous pensez que ce serait oui la réponse ? Moi, je n'ai jamais caché le fait que je ne suis pas pour systématiquement la peine de mort, mais exclure la peine de mort des réponses à un certain nombre de délits, ça me semble une position un peu facile. Robert, Marc Dutroux, par exemple, vous le passeriez par les armes, vous. Et qu'est-ce que vous feriez, vous ? Attendez, mais non, mais c'est trop facile de poser une question comme ça. Je le mettrai en prison jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça, et les mêmes qui vous disent qu'ils sont contre la peine de mort, vous disent « Mais si vous mettez quelqu'un en prison et que vous lui donnez aucun espoir de sortir, c'est encore pire que la peine de mort. » Moi, j'attends qu'on m'explique les peines de substitution. Et puis, je peux être un vieux con, je suis plutôt du côté des victimes de Dutroux, plutôt que du côté de lui, figurez-vous. Je suis très effrayé, y compris d'entendre Robert Ménard, dont je connais bien les combats, dire cela. D'abord, il faut dire l'émotion, bien sûr, la détresse des victimes, évidemment. Et le vrai problème, quand même, fondamental, c'est qu'on a une démocratie française qui consacre à sa justice à peu près entre la moitié et un tiers de moins de moyens que les autres pays. On a une situation pénitentiaire avec 10% de psychotiques non traités dans les prisons, parce qu'on ne veut pas mettre les moyens. Alors, on peut toujours faire des grandes déclamations, mais si la France traitait réellement les problèmes et considérait ça comme une priorité, plutôt que de faire des tas de lois qui n'ont servi à rien et de déshabiller ses services publics, ce serait déjà important. Ce sont les vrais problèmes de la France. Deuxièmement, se dire que la justice n'est pas la vengeance, parce que qui peut juger du pardon ou pas ? Que les uns ou les autres doivent pouvoir, à un moment ou à un autre, reprendre une vie différente et une vie normale. Ils doivent être mis en prison, ils doivent purger leur peine, ils doivent être aussi traités, ils doivent être surveillés après, ça demande des moyens. Et vous prendriez la responsabilité, Dutroux, de le libérer ?
Dans quelles conditions? Ça veut dire que vous tenez un discours de faux cul. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Parce que vous n'êtes pas un faux cul, parce que vous dites, moi, très courageux, je vais couper la tête de Dutroux. Non, j'ai pas dit ça. Alors que c'est cette façon de parler. Non, retenez-vous, mon vieux. Non, je me retiens pas. Vous me traitez de faux cul parce que je vous dis que je ne veux pas couper la tête de Dutroux. Vous voyez où on en est. Alors là, c'est l'émotion, c'est effectivement l'irrationalisme, c'est l'injure à l'égard. C'est pas parce que vous avez réglé quel problème? Sachez que de toute manière, et même en rétablissant la peine de mort, eh bien, vous éviterez pas. Oui, il n'y a pas de risque zéro. Et si on fait tous les journaux télévisés et que le président de la République lui-même fait toute sa communication là-dessus, plutôt que de parler d'un certain nombre de choses, ça n'en finira. Il n'y a pas de risque zéro, c'est clair. Roger Karoutchi. Moi, j'étais ministre chargé des relations avec le Parlement au moment du vote d'une de ces lois. Et le débat à l'Assemblée était surréaliste. Parce que quand même, certains parlementaires disaient « mais vous ne pouvez pas imposer un traitement médical si le type ne veut pas. » oui, mais bon. Et alors, à partir de là, on se disait, mais alors dans ces conditions, on fait quoi? Oui. Nous sommes dans une société de plus en plus violente. Ça, c'est clair. C'est comme ça. Oui. Et la médiatisation de la violence engendre la violence. C'est comme ça aussi. À partir de là, mettons-nous simplement à la place des familles. Si demain, Thierry Ardisson, Vincent Payon ou qui que ce soit ici apprend que sa fille, sa femme, sa sœur finit comme la joggeuse, finit comme Laetitia, qui va dire il faut rester calme, rester serein? C'est impossible. Les gens ne peuvent plus accepter ça. Vincent Payon, je voudrais vous répondre. Je ne fais pas l'apologie de la peine de mort. Je dis simplement qu'il y a des débats qu'on ne peut pas exclure. Que dans un certain nombre de cas, de gens qui se mettent hors de l'humanité parce qu'ils sont dans des crimes abominables. Qu'est-ce qu'on fait, Vincent Payon? Quand je dis que vous êtes un faux cul, je ne dis pas vous personnellement, je dis les politiques, la classe politique, parce qu'elle refuse de se poser cette question-là. Dans un certain nombre de cas, comment on répond à la peur légitime des gens? Et à force de ne pas regarder cette question, la peur légitime des gens, on laisse se développer les pires des réactions. C'est vrai que les gens vont finir par se faire justice eux-mêmes. Ils le font déjà. Donc le point de désaccord, il arrive sur la question, est-ce qu'on fait la justice du point de vue de la victime? C'est quand même une question élémentaire. C'est-à-dire qu'on a constitué des ordres publics et une justice en disant, bien entendu, on peut avoir de la compassion pour les victimes, mais lorsqu'on doit juger, c'est pas en se mettant à la place des victimes, c'est en tenant compte de ce qu'ils ont éprouvé. Si on est dans la colère du père, vous me dites, Vincent Payon, vous devez être à la fois le père en colère et le juge. On a inventé la justice. Mais alors vous ne savez même pas l'origine, si c'est plus le cas. Si on pense que c'est celui qui est victime qui doit prononcer le jugement, alors c'est 25 siècles de démocratie. On n'a pas dit ça. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Et c'est ce qu'on entend depuis des années en France, avec un résultat. Il n'y a aucun progrès dans les résultats, mais il y a l'émotion, il y a la démagogie qui s'installe. Attendez, excusez-moi de le dire. Vincent, vous n'avez pas répondu à la question de... Mais si, qu'est-ce qu'on fait? On a un mec, je vous ai dit on a un mec, on sait que quand il va sortir dans 20 ans, il va recommencer. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on lui coupe la tête, on le laisse en prison pendant le restant de ses jours. Mais attendez, on lui fait une castration. Excusez-moi Thierry. Qu'est-ce qu'on fait? Votre phrase, quand vous commencez par dire « on sait que dans 20 ans », ça veut dire on est la première année. Vous avez déjà pensé que quelqu'un dans 20 ans recommencera toute sa vie. Ça, il n'y a pas une personne qui, en toute rigueur, peut le dire. Il y a quelqu'un qui a 19 ans, on ne sait pas qu'il va le faire demain, ce sera la première fois. Il y a quelqu'un qui l'a fait une fois, qui ne le refera plus jamais. Je vais quand même donner 2 chiffres quand même. C'est que dans les affaires de vol, la récidive est de 9,5%. Dans les affaires sexuelles, disons, la récidive est de 2,7%. Voilà. Oui, mais 2,7%, c'est 500 affaires par an. Oui. Jean-Charles, un mot. Ce qui est paradoxal aussi et ce qui est très dangereux, je regardais en Angleterre, par exemple, il y a un site internet qui vous permet de savoir dans quelle ville, à quelle adresse, il y a un ex-pédophile qui a été inculpé. Et donc, tous ses voisins savent... et donc, tout le monde est en alerte. Et donc, si vous faites ça en France, ça va être une levée de bouclier. Oui, c'est ce que je veux dire. Cette personne n'a pas de deuxième chance, n'a pas de deuxième vie, et qu'on rentre dans une société totalement totalitaire. Et donc, on est là vraiment dans quelque chose d'extrêmement sensible et d'une fragilité extrême. Bien. On continue de discuter de ceux qui ont fait l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 2. Pour les présidentielles de 2012, le Parti socialiste n'a toujours pas de programme. En revanche, il ne manque pas de candidats. Valls, Royal, Montebourg ont déjà déclaré leur candidature. Hollande attend le bon moment pour déclarer la sienne. Et on attend aussi la décision d'Aubry et de Strauss-Kahn. Mais c'est pas fini. Si DSK n'y va pas, Gérard Collomb, le maire de Lyon, sera candidat. Et si Martine n'y va pas non plus, Fabius a dit qu'il irait.
Sinon, Jack Lang n'a toujours pas pris sa décision, tandis que Delanoë avoue dans Le Parisien en janvier que ça le titille encore. Et attendez, on n'a cité que des noms un peu connus, parce qu'il y en a d'autres. Daniel Le Scornet est officiellement candidat depuis le 5 octobre. Christian Pierret, lui, s'est déclaré le 25 septembre. Bref, vu que le premier tour des primaires est fixé le 9 octobre, chaque candidat a donc jusqu'à l'automne pour essayer de dézinguer tous ses rivaux. Et après 6 mois de polémique et de coups bas, il y aura plus qu'à déclarer l'union sacrée. Fastoche. En attendant, nous, on a choisi notre candidat, c'est Jean Malo, député PS de l'Allier. Un grand président pour la France. Il est candidat aux primaires depuis 2009 et vous n'en avez jamais entendu parler. Les médias ont peur de relayer ma candidature, car elle dérange au plus haut niveau. De toute façon, selon les sondages, n'importe quel socialiste l'emporterait face à Nicolas Sarkozy au second tour. Je suis Jean Malo et j'approuve ce message. 2012, Jean Malo. Voilà, c'était l'édito de Black Côte 2, mise en image de Julien Grab. Voilà. Alors, c'est le grand retour de la machine à perdre, hein, évidemment. Les socialistes, c'est tellement le bordel qu'il paraît qu'ils sont même capables de perdre les primaires du PS. Il y en a. Vous savez que l'ouverture des candidatures, c'est en juin. Oui. Donc là, on en a déjà. Il y a déjà un paquet. Peut-être qu'au moment de l'ouverture, sera la fermeture. Vous le connaissez, le mec? C'est un grand copain. Ah ouais. Et beaucoup alors d'humour. Je l'avais vu dans une émission, je ne savais pas que j'aurais fait ça, et je trouve qu'il fait les choses avec beaucoup d'humour. Ouais. Vous soutenez DSK? Même si Anne Sinclair se présente? Alors, le problème des primaires, c'est qu'ils vont tous se tirer dans les pattes pendant 6 mois, là, même plus. C'est terrible parce que c'est plutôt une idée sympa, a priori. Le problème, c'est que ça va être un pugilat terrible. Bah oui. Le problème véritable, c'est l'ouverture. C'est-à-dire que si vous dites « seuls les adhérents votent », il n'y a pas vraiment de campagne médiatique, on ne cherche pas. Très bien. Qu'est-ce qui se passe en réalité ? On dit tel ou tel candidat socialiste est candidat, très bien. Mais immédiatement, il y a un sondage. Lui, il battrait Sarkozy. Ah, lui, il ne le battrait pas. Donc, en réalité, immédiatement, les militants disent « Ah, bah non, mais alors s'il ne le bat pas, je prends l'autre. Voilà. Et machin. Et le résultat, c'est que ce sont toujours de fausses primaires. Vous savez que les gens qui ne font pas partie du PS vont avoir le droit d'aller voter. Mais bien sûr, je vais y aller, d'ailleurs. Nous, on va y aller. Il faut signer un petit engagement. Mais je m'engage. Vous allez y aller pour un candidat de gauche. Vous allez y aller pour voter pour Malo. Non, mais attends. Ça nous rattrape moi, pas. ça se saurait. Mais comment tu vas empêcher 50 000 personnes d'aller voter? Alors, pour être très simple, chaque fois qu'il y a un progrès démocratique, c'en est un quand même. Oui. Parce que moi, je suis pour le suffrage universel. Plus on donne la possibilité aux gens de choisir leurs dirigeants, mieux ça me semble. Vincent, force est de reconnaître quand même que Sarkozy est même pas à 30% dans les sondages et tout le monde pense qu'il va quand même gagner les élections. C'est quand même fou, non? Tu penses pas, Jean-Charles? Je crois qu'on trouve dans chacun des candidats quelque chose qui pourrait nous plaire. Ouais. Donc il y a une extrême confusion qui se met en place. On n'a pas parlé aussi du charme discret de Marine Le Pen. Qui risque d'être au deuxième tour face à Sarkozy. Mais oui. Et qui peut, là, intervenir comme un joker très préoccupant. Je veux dire quelque chose de politique là-dessus, parce que là, j'entends François Hollande dire aux autres partenaires de la gauche, dire attention, on a connu le 21 avril, c'est pas une bonne chose, il ne faut pas se disperser, les Français attendent autre chose, une alternance. Mais ça vaut aussi, là je le dis, pour les candidats aux primaires et François Hollande lui-même. En juin, il faudra que les uns et les autres prennent leurs responsabilités. Il ne peut pas y avoir 5-6 candidats socialistes jusqu'au mois de novembre. Et l'activité principale des gens de gauche et des candidats socialistes, ça ne peut pas être de tirer sur le voisin plutôt que de combattre le... C'est ce qui va se passer, Vincent. Je ne suis pas certain. Alors justement, dernière question. On est en mai 2012. Marine Le Pen et Sarkozy sont au deuxième tour. Vous appelez à voter Sarkozy? Écoutez... Vous savez, j'ai été le premier, en 2002, j'étais porte-parole national du Parti Socialiste, à appeler à voter Chirac. D'accord. Avec un désaccord avec Jospin, qu'il a exprimé après, en disant, de toute manière, les gens seraient allés voter, mais nous n'avions pas, nous, à introduire cette confusion. Je crois que je ferai mon devoir, mais je ne suis pas sûr que je prendrai comme responsable cette position politique. Ça veut dire que vous n'appelleriez pas à voter Sarkozy contre Marine Le Pen? Je pense que je ne prendrai pas la position que j'ai prise la dernière fois, donc vous avez raison de dire ça. Entre Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy, vous iriez mettre quel bulletin de vote? À titre individuel, ça ne me pose pas de problème de vous dire que je voterai contre Marine Le Pen. Mais regardez un peu mon histoire. Il a quand même du mal à dire pour Sarkozy. Oui, je ne voterai pas pour Sarkozy, je voterai contre Marine Le Pen. Mais sur le bulletin, il y aura bien écrit Nicolas Sarkozy. Mais si ça se
bulletin que pour toi. Mais sauf que je voterai contre Marine Le Pen, car je considère que Sarkozy, d'ailleurs, dans les derniers temps, a fait aussi le retour, d'une certaine façon. Il a banalisé les thèmes du Front National. Sur la sécurité en 2002. Mais bien entendu. Et le thème sur l'identité nationale. Bien sûr, les Roms et l'identité nationale. Et la stigmatisation des étrangers. Messieurs, malheureusement, le temps imparti est terminé. Donc c'est la fin du Front républicain, voilà. Robert, merci d'avoir été avec nous. Robert Ménard, que vous retrouverez donc sur iTélé, dans Ménard sans interdit, c'est très bien Ménard. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Charles de Castelbajac, Vincent Payon, Roger Carucci, et nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir, Georges Cros. Bonsoir. Alors, Georges, vous êtes parti de rien, vous êtes monté au sommet de l'échelle sociale, parvenant à gagner jusqu'à 100 000 € par an. Mais au début des années 90, la nouvelle politique salariale de votre employeur divise votre salaire par 2. Vous êtes alors incapable de faire face aux dettes contractées au temps des années fastes. Vous plongez dans la spirale infernale du surendettement. Pour vous et votre famille, c'est la descente aux enfers. Vous nous raconterez ça à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. À vous, Stéphane, pour la semaine des lions. Nicolas Sarkozy a reconnu que son gouvernement s'était trompé en ne soutenant pas les Tunisiens qui manifestaient contre Ben Ali. Leçon retenue suite aux dizaines de morts lors des manifestations en Égypte. Nicolas Sarkozy a apporté son soutien sans faille à la population. Moubarak est un dictateur sanguinaire qui affame son peuple, l'opprime et torture dans les commissariats. C'est une crapule immonde. Il doit partir immédiatement. Non, je plaisante. Sarkozy n'a rien dit sur Moubarak. Il attend de voir comment ça évolue. Je plaisante. Déclaration d'Hillary Clinton. Mon impression est que le gouvernement égyptien est stable. Non, c'est pas bien ce qu'elle fait, Hillary. Hein. Normalement, c'est Mam qui dit ce genre de conneries. Qu'elle trouve son propre style et qu'elle vienne pas piquer le boulot des autres. Alors que le monde bouge, que les révolutions se multiplient, Nadine Morano n'a pas apprécié une photo de l'Est républicain, laissant apparaître son double menton. On peut voir la photo ? Oh putain, les salauds. Oh, les salauds. Ah, ce sont vraiment des dégueulasses à l'Est républicain. On peut voir d'autres photos de Nadine ? Oh, les salauds, les salauds. Toute la presse s'y met, mais c'est dégueulasse. Arrêtez de photographier Morano, c'est immonde. Quick propose un coupe-fin encore plus efficace que le Mediator, le Giant Max. Le client vomit et se vide instantanément. Quick, le bien nommé. Brice Hortefeux risque une 3e condamnation. Waouh! Chez les voyous, Brice est en train de devenir une idole. Un casier judiciaire aussi long, c'est respect total. Si un jour Brice va en prison, ça va être le roi, le boss. Sous la douche, il te demande de ramasser la savonnette, tu te baisses. Brice, c'est respect à vie. Les Suisses avaient interdit le Mediator dès 1997. En France, on a attendu 2009. Bah oui, c'est normal. En France, on n'est pas pressé, il n'y a pas le feu au lac. On a attendu qu'il y ait au moins 1000 morts. Et là, on a fait quelque chose. Xavier Bertrand, il a dit ça suffit. On est réactif en France. Pour contrer l'espionnage industriel, Éric Besson veut créer un label confidentiel entreprise. Il a raison, Besson. L'espionnage, c'est terrible. Imaginez un type.
Il travaille pour le PS et entre les 2 tours de la présidentielle, il passe chez l'ennemi, l'UMP, avec tous les secrets de campagne du PS. Eh bien, grâce au label Besson, ce genre de traite, ce sera terminé. Dans Gala, Elton John et David Furnish nous présentent leur fils Zachary. Le jour où Zachary devra annoncer à ses parents qu'il est différent, qu'il est hétérosexuel, ça va les tuer. Vos peignoirs à fleurs, vos lunettes roses, vos déhanchements, vos photos de Lady Di, ça me fait gerber. J'ai envie de roter, de regarder du foot, de me gratter les couilles. J'ai envie d'une fille avec des gros nibards. J'ai envie d'une touffe. Zachary, mon tout petit, tu es fou. Zachary a dit, vous me faites tout chier. À Marseille, une femme de 73 ans décède après un vol à l'arraché. Putain. Combien de fois faut vous le dire? Vous attrapez le sac, vous maintenez la vieille et vous tirez un coup sec. Une personne âgée n'est pas faite pour être traînée 30 mètres sur du macadam. Ségolène Royal s'est sentie blessée par la phrase de Martine Aubry prononcée au Grand Journal. Elle est un petit peu impatiente, la Ségolène. Oh. Dans le monde rural, la Ségolène, c'est pas du tout blessant. C'est même très affectueux. Ah, la Ségolène, c'est une brave bête. Hein. Elle est un peu fofolle, elle est imprévisible, mais c'est une bonne fille. Il y a quelques années, elle a été accouplée avec le Hollande. Ah, c'est un beau bestiau, le Hollande. Hein. Il a beaucoup maigri. Il a perdu 30 kilos. Bah, il est tombé amoureux d'une petite jeunette. Hein. Il fait le beau, le joli cœur. Il la monte du matin au soir. Rien à voir avec l'autre. Hein. Notre taureau reproducteur, DSK. 12 millions de paillettes de sperme. Il a engrossé toute la région. Tout ce qui bouge, un tracteur, une meule de foin, et hop, il y va. Ah, une brave bête, hein. C'est une brave bête, la Ségolène. Ah, elle s'entend pas avec la Martine. Hein. Elle se bouffe le museau. Ouh, elle n'est pas facile, la Martine. Hein. Bien bâtie, bien en chair, mais c'est une teigneuse. Allez, monsieur Ardisson, bonsoir et à la semaine prochaine. C'était Stéphane Guillon, que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr et sur scène. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Georges, rebonsoir. Vous êtes né il y a 71 ans, le 16 avril 1939, de parents d'origine hongroise, mais ayant contracté une tuberculose en couche, votre mère décède en janvier 1940. 9 mois après ma naissance, elle mourait. Voilà. Alors vous vous retrouvez dans la région de Moulins, dans l'Allier, élevé par une mère nourricière, et là-bas, l'instituteur vous accorde très peu d'importance, comme à tous les autres enfants d'ailleurs de l'assistance publique. Alors vous êtes dispensé d'apprendre vos leçons, et l'instituteur vous demande de vous occuper du poêle à bois. Voilà. J'ai commencé mon démarrage intellectuel, en quelque sorte, avec un handicap. Heureusement pour moi. Ben voilà, il y a un instituteur plus altruiste que les autres qui arrive, et là, vous devenez l'un des meilleurs élèves de l'établissement, jusqu'à votre bac mathématiques en 1959. Cela en dit long quand même sur votre combativité. Hein. Vous avez rattrapé le retard complètement. En un an. Voilà. Alors ensuite, bah, vous entrez au PTT, vous vous mariez, vous faites 24 mois en Algérie, et là, vous rencontrez un inspecteur d'assurance qui vous propose de vendre, vous aussi, des assurances aux particuliers. Alors au début, vous gardez votre boulot au PTT, mais à un moment, vous finissez par ne plus faire que ça. Oui. Comme j'étais déjà battant, j'ai voulu finalement gagner plus pour permettre à mon épouse déjà de ne plus travailler et donc d'assumer seule les ressources du ménage. Vous étiez bon pour ça, vous aviez un talent pour vendre des assurances aux gens. Oui. Mais comme vous avez honte de vendre des produits financiers de mauvaise qualité, vous décidez d'acheter un petit portefeuille d'assurance de 50 clients à Besançon. Voilà, ça commence à aller bien. Dans la foulée, vous achetez un appartement et vous faites un enfant. C'est une bonne époque, ça commence à bien marcher pour vous, là. Oui.
Ah, mais là, de toute façon, je ne rentrais pas tant que je n'avais pas récupéré, disons, 3-4 contrats par jour. Ouais. Donc... Ah, vous êtes un bosseur, quoi. Voilà. Ouais. Alors, tout va bien, jusqu'au jour où vous avez un accident de voiture sur l'autoroute, un carambolage géant du côté de Fontainebleau. Vous restez 6 mois sans travailler, mais vous rebondissez. Hein. Oui. Vous en sortez, vous retrouvez un job encore plus passionnant avec 50 agents sous vos ordres. Là, vous décidez de vous remettre à votre compte avec un associé et vous détenez bientôt le plus gros portefeuille de la région. Je ne comptais pas mes heures. Voilà. Et c'était au détriment de la vie de famille. Et ce n'est qu'après avoir dépassé la quarantaine que pour échapper au stress du boulot, vous retournez travailler dans une grande compagnie d'assurance et bientôt vous vous retrouvez avec 27 départements sous votre responsabilité. Enfin, tout ça pour dire que vous êtes quand même un gros bosseur, un entrepreneur. À l'époque, vous gagnez jusqu'à 100 000 euros par an. Oui. Et là, vous êtes nommé en Aquitaine. Je ne sais pas ce qui se passe, vous vous montrez un petit peu moins performant. Et votre patron ne vous paye que la partie fixe de votre salaire. Compte tenu de la contre-performance, il a décidé, comme ça, sans négociation préalable, de me rompre mon salaire de moitié. Mais par contre, j'ai l'intégralité de mes dettes. Oui. Donc votre taux d'entêtement qui était de 25%, bah, comme vous gagnez 2 fois moins, il passe à 50%. Voilà. Et sans tenir compte de l'impôt décalé que vous payez avec un an de retard et qui tient compte des années fastes. Ouais. Alors voilà, là vous êtes obligé d'emprunter pour payer vos impôts, hein, et vous empruntez à 21%. Pour monsieur, voyons, le tapis rouge, pas de problème, sous 24 heures, j'obtenais pratiquement ce que je voulais, y compris ma propre banque, qui, elle, me dit, si vous avez besoin, pas de problème, je vous augmente, je vous propose un découvert, sans souci. Je pensais que ça allait être que provisoire, et que finalement, les prêts, donc la connerie, c'est que j'ai commencé mes 2 prêts revolving à ce moment-là, à 21%. À 21%. Pour payer mes impôts, plutôt que de solliciter auprès des impôts une remise exceptionnelle compte tenu de la chute de mes revenus. Alors là, vous ne dites rien à votre femme et à vos enfants, vous leur cachez la réalité de la situation, et comme ça marche pour vous, ils se doutent de rien, en fait, ils vous font confiance. Oui, tout le monde. En revanche, vous passez vos nuits à calculer vos échéances. Ma femme dort tranquillement à côté de moi, et moi, je songe comment vais-je faire, et je ne peux pas lui avouer, donc je manque de courage. Vous dites rien à ce moment-là. Alors là, CTLM, Sofinco, Cofinoga, Cofidis, vous les avez tous. Hein. Vous avez 24 crédits pour un encours de 350 000 euros à l'époque. Vous êtes foutu dans une drôle de situation quand même. Ah oui. Non, mais j'étais complètement acculé. Et ma propre banque supprime absolument tous les découverts sans aucun préavis. Pour l'instant, je n'avais pas eu un seul incident. Pendant 8 ans, j'ai pu cacher la chose. Puis alors, vous prenez des crédits pour payer les crédits. Enfin, je veux dire, bon... Tout ça jusqu'au jour où vos créanciers finissent par débrancher la perfusion. Et là, c'est le début de la descente aux enfers. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, votre banquier prélève sur votre compte la totalité. L'intégralité. Là, vous n'avez plus aucun revenu, donc voilà. Vous décidez enfin d'en parler à votre fils d'abord, à votre femme ensuite, en leur disant, voilà... Ça fait 8 ans que je vous laisse croire que tout va bien. En fait, je vous ai joué un sale tour. J'ai honte. Ah, c'est terrible. Et je revois ça encore. De toute façon, avec le temps, maintenant, je n'en pleure plus. Mais de toute façon, je suis passé au-delà. Parce qu'il faut faire preuve de beaucoup d'abnégation, d'humilité. C'est atroce. Mais enfin, par contre, je peux dire que j'ai acquis une victoire immense. C'est de voir que ma famille est restée unie. Et que mon épouse m'a vraiment pardonné spontanément. Et ça a dû être un sale moment. C'était vraiment très dur. Alors là, les créanciers vous harcèlent, ils vous appellent au téléphone toutes les heures. Chez l'employeur, chez les voisins. Les proches, tout le monde, Est-ce qu'il a toujours sa voiture? Vous pouvez me donner le numéro d'immatriculation? Je reçois des télégrammes émanant des PTT, télégrammes qui sont lus et dont l'agent des PTT dans un petit village des Landes où nous habitions, vous voyez, donc on m'avait vraiment sali au maximum. Mon fils, c'était le surendetté du coin. Donc, voilà, votre fils est obligé de déménager d'ailleurs. Là, votre employeur vous pousse vers la sortie et vous prenez une retraite anticipée à l'âge de 60 ans, voilà. Alors, là, il y a un épisode assez tragique, c'est qu'à un moment, vous vous dites que vous avez une assurance vie. Et pour que votre femme puisse toucher cette assurance vie,
bah, peut-être vous allez vous suicider, quoi. Un matin, en allant au travail. Ouais. Et donc, sur la Nationale 10, je me suis dit, j'ai prié, j'ai appelé mon père. Ouais. Et puis, disons, ma voiture a brouté, quoi. J'ai heurté le milieu du terre-plein central et ça s'est arrêté. Et puis là, j'ai eu comme une présence divine, en quelque sorte, qui a dit, mais tu fais des conneries, et descends, arrête-toi. Donc j'ai tremblé pendant une demi-heure, donc incapable de remonter dans la voiture. Et puis j'ai dit, non, c'est vrai, j'ai une épouse adorable, j'ai des enfants. Il faut que je reste. Ouais. J'aurais fait la promesse à ce moment-là, c'est pour ça que je me bats depuis ce temps. Ouais. Alors, ce qui est terrible, c'est que votre femme a la même idée. Un jour, il y a un huissier chez vous, et puis vous la voyez plus, vous avez un pressentiment, vous prenez votre voiture et vous la retrouvez au bord de la Nationale, debout comme ça, et prête à se jeter sous le premier poids lourd qui passe, quoi. Je la reprends dans mes bras et je lui dis, tu m'as pardonné, on va reconstruire, on va recommencer. Nos enfants sont là, ils revenaient des dom-toms, donc ma fille avait signé un contrat de 4 ans, nous les avions en vacances, et puis on a dit, on va redémarrer. Aujourd'hui, vous vivez chez votre fille avec 600 € par mois. Alors c'est vrai que la vie que vous aviez dans les années 90, c'est un lointain souvenir, quoi. Ça fait très mal. Comment vous faites pour vous acheter des vêtements, pour manger Non, mais les vêtements, j'en achète pas. De toute façon, où on va dans des farfouilles, et puis les restaurants, c'est fini, le coiffeur, c'est fini. De toute façon... Et la nourriture, ça coûte cher, la viande. Oui. Psychologiquement, comment ça va, Georges, là? Disons que ça va mieux. Et votre femme, comment ça va? Ma femme, elle est toujours sous traitement, donc c'est un... Elle était hospitalisée, votre femme, souvent? Entre 2006 et 2007, 10 hospitalisations la même année. Et nous n'avions pas le tiers payant, nous devions faire l'avance de soins radiologiques et autres. Et ça, c'était très dur. Et quand vous demandez une aide quelconque, on vous la refoule, en disant, monsieur, votre petit chien, si vous ne pouvez pas le soigner, mettez-le à l'SPA. Si vous ne pouvez pas mettre de l'essence dans votre voiture, marchez à pied, alors qu'on est à 20 km des commerces. Georges, oui. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Vous avez fait des conneries quand même. La connerie, déjà, c'est que je ne ferai pas confiance à mon employeur. Ouais. Première des choses. Deuxième chose, de toute façon, surtout, c'est d'en parler à ses proches, de se confier. Bon, là, il faut une certaine dose de courage. Mais pas garder ça sur vous, la nuit, tout ça, oui. Voilà. C'est aussi de voir le centre des impôts, parce qu'il n'y a pas que des gens qui vont vous jeter. On peut discuter et dire, voilà ce qui m'arrive, plutôt que d'emprunter à 21%, voyez si vous ne pouvez pas me faire sauter une partie de mes impôts, ou éventuellement de les annuler purement et simplement. Et puis, aussi, c'est de déposer un dossier de surendettement beaucoup plus rapidement. Finalement, c'est terrible parce que toute votre vie, vous avez travaillé, vous avez bien réussi. Oui, je suis parti de rien et j'arrive avec rien. Et c'est vraiment lamentable. Ça vous a flingué votre vie, cette histoire, quoi. Ça m'a flingué déjà à 11 ans de ma retraite. C'est vraiment de la connerie de dire on ne met pas en place ce fichier positif. S'il avait été mis en place, on m'aurait bloqué au 4e ou au 5e crédit, mais pas au 24e. En France, il n'y a pas de fichier. Normalement, dans beaucoup de pays où il y a des fichiers... Il y a un fichier, mais c'est le fichier des incidents de paiement. Voilà. Moi, je suis resté 8 ans sans incident. Oui, il n'y a pas de fichier de surendettement en France. Quand ma propre banque m'octroie 2 crédits supplémentaires, alors qu'il y en a déjà 22 qui passent, ne croyez-vous pas que c'est un banquier responsable, ça? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, Vincent Payon? La crise économique et financière dont on nous rabat les oreilles, c'est les subprimes, c'est déjà les crédits. Nous sommes dans un monde dans lequel il y a des gens qui considèrent qu'ils peuvent faire de l'argent sur la misère des autres, et on arrive 21%. Il faut voir dans quelle situation. Plus les gens sont déshérités, plus ils sont faciles à atteindre. Quand j'étais député dans la Somme, dans une circonscription très difficile, j'avais d'innombrables cas comme ça. Ça va de gens qui sont déjà dans la misère, qui ont vendu des encyclopédies à des milliers d'euros. On n'ose pas le dire aux maris. On brutalise même les gens seuls chez eux en situation de banque. Et derrière, les banques, telles qu'elles sont, qui d'ailleurs font à nouveau des profits considérables, jouent là-dessus. Donc il faut un rapport de force avec les banques beaucoup plus dur. Et pour un homme ou une femme politique, dire... les crédits revolving, vous savez, vous allez au supermarché avec ça, on va les interdire, et puis ça ne se fait jamais. Oui, il faut les interdire. Il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Et les interdire. Roger Carucci.
Ouais, moi je préfère pas dire ce que je pense des banques parce que j'aurais des problèmes. Mais moi je suis pour le fichier positif. Moi je ne cache pas que je pense qu'il faut un contrôle beaucoup plus ferme avec une notion simple, la bonne foi. Quand on est de bonne foi, on n'a pas à filer du fric aux institutions financières qui se font du fric sur ce dos-là. C'est inadmissible. Jean-Charles, un mot? Ce qui est troublant dans votre cas, c'est que vous avez connu à un certain moment la belle vie. Votre situation, il y a des tas de gens qui la vivent parce qu'ils n'ont pas vécu la belle vie. C'est-à-dire qu'ils ont pris des crédits pour essayer de vivre avec une vie d'utopie face à la société de consommation, en se disant si je prends des crédits, ben, je pourrais m'offrir cette télé, cet écran plasma, je pourrais m'offrir cette voiture, je pourrais offrir des vacances, parce que maintenant c'est les vacances qu'on peut acheter à crédit, à mes fils et tout. Donc, en tout cas, le crédit, c'est quelque chose qui est hyper fragile, hyper dangereux. Je le lirais à l'utopie. Hein. Ouais. On a vu ce qu'il a fait aux États-Unis récemment, et ça, c'est gravissime. Bien. Merci de votre témoignage, Georges. Voilà. C'était Salut les Terriens avec Jean-Charles de Castelbajac pour la ligne JCDC et le spectacle Cérémonie au festival Exit 2011 en mars à Créteil. Vincent Payan, merci. Député européen pour Éloge du politique aux éditions du Seuil. Roger Carucci, ambassadeur de la France auprès de l'OCDE et président de la Commission des finances de la région Île-de-France. Robert Ménard sans interdit sur iTélé. Et Georges Cros, merci pour son livre Liberté sous caution, publié chez Inoctavo. Voilà. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, sur canalplus.fr. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.